La tombe par Orville R. Emerson. La fin de cette histoire attira pour la première fois mon attention lorsque Fromwiller revint de son voyage au Mont Kemmel, avec un récit pour le moins étrange, et à vrai dire extrêmement difficile à croire. Pourtant j'y ajoutais suffisamment de foi pour accepter de retourner avec lui sur la colline, afin de voir si nous pourrions découvrir quoi que ce soit de plus. Après avoir creusé quelque temps à l'endroit même où, selon Fromm, tout avait commencé, nous parvînmes à un ancien abri souterrain, effondré, ou du moins dont toutes les entrées avaient été comblées avec de la terre. Là nous découvrîmes, écrite sur du papier de correspondance allemand, une histoire épouvantable. Nous trouvâmes ce manuscrit le jour de Noël 1918, alors que nous effectuions le trajet dans le véhicule du colonel depuis Wolvergam, en Flandre, où notre régiment était stationné. Bien évidemment, vous avez déjà entendu parler du Mont Kemmel. Plus d'une fois, son nom est apparu dans les journaux, tant il changea de main au cours de certains des combats les plus acharnés de la guerre. Et lorsque les Allemands furent finalement chassés de ce point stratégique, en octobre 1918, la retraite s'amorça. Une retraite qui ne s'acheva qu'en une course effrénée pour savoir qui atteindrait l'Allemagne le premier. L'avance fut si rapide que les forces britanniques et françaises victorieuses n'eurent pas le temps d'enterrer leurs morts, et aussi terrible que cela puisse paraître à ceux qui ne l'ont pas vu de leurs propres yeux, en décembre de cette année-là, on pouvait encore apercevoir les cadavres en décomposition des soldats restés sans sépulture, épars, çà et là, sur le sommet du Mont Kemmel. C'était un lieu de visions macabres, d'odeurs écœurantes. C'est là que nous trouvâmes ce récit. Avec l'aide de l'aumônier, nous traduisîmes l'histoire qui suit. Voilà 2 semaines que je suis enterré vivant. Voilà 2 semaines que je n'ai pas vu la lumière du jour ni entendu le son de la voix d'un autre être humain. À moins de trouver quelque chose à faire en dehors de ce creusement éternel, je deviendrai fou. J'écris donc tant que mes bougies dureront. Chaque jour, je passerai une partie de mon temps à consigner sur le papier mes expériences. Donc j'ai besoin de les écrire pour m'en souvenir. Dieu sait que si je parviens à sortir d'ici, la première chose que je tenterai de faire sera de les oublier. Mais si je ne sors jamais... Je suis lieutenant dans l'armée impériale allemande. Il y a 2 semaines, mon régiment tenait le mont Kemmel, en Flandre. Nous étions encerclés sur 3 côtés et soumis à un feu d'artillerie effroyable. Mais en raison de la position dominante de la colline, l'ordre nous avait été donné de tenir jusqu'au dernier homme. Nos sapeurs avaient cependant rendu la situation relativement supportable. De nombreux abris souterrains profonds avaient été aménagés et si nous y étions comparativement à l'abri des bombardements, beaucoup de ces abris étaient reliés entre eux par des couloirs formant une véritable petite ville souterraine, et la majorité de la garnison ne quittait presque jamais la protection de ces refuges. Malgré cela, nos pertes étaient lourdes. Les guetteurs devaient être maintenus en surface et de temps à autre un coup direct tiré par l'un de ces énormes canons sur rails suffisait à anéantir un abri entier. Un peu plus de 2 semaines auparavant, je ne peux être plus précis car j'ai perdu la notion exacte du temps, le bombardement habituel fut soudain multiplié par 100. Avec une vingtaine d'autres hommes, je dormais dans l'un des abris les moins profonds. L'intensité soudaine du pillonnage me réveilla en sursaut, et mon premier réflexe fut de me rendre immédiatement dans un abri plus profond relié à celui-ci, par un passage souterrain. C'était un abri plus petit, construit quelques pieds plus bas que celui où je me trouvais. Il servait de dépôt et personne n'était censé y dormir, mais il semblait plus sûr. Seul, je m'y suis glissé. 1000 fois depuis. J'ai regretté de ne pas avoir emmené un autre homme avec moi. Mais l'occasion de le faire disparut bien vite. À peine avais-je pénétré dans le petit abri qu'une explosion terrible retentit derrière moi. Le sol trembla comme si une mine avait explosé sous nos pieds. Qu'il s'agit réellement d'une mine ou d'un obus de très gros calibre, ayant frappé l'abri principal, je ne le sus jamais. Lorsque le choc fut passé, je retournai vers le passage, mais arrivé à mi-chemin, je constatai que les poutres au-dessus s'étaient effondrées, permettant à la terre de s'affaisser et bloquant totalement le passage. Je revins donc dans l'abri et attendis, seul, pendant plusieurs heures de bombardement infernal.
La seule autre issue de l'abri où je me trouvais était l'entrée principale donnant sur la tranchée au-dessus. Tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur avaient dû se mettre à l'abri bien avant cela. Je ne pouvais donc espérer voir quelqu'un entrer tant que le bombardement se poursuivrait. Et lorsqu'il cesserait, une attaque serait sûrement lancée, et je ne souhaitais pas être tué par une grenade jetée dans l'entrée. Je restais donc éveillé, prêt à me précipiter dehors au premier signe de l'arrêt du feu, afin de rejoindre les camarades qui survivraient encore sur la colline. Après environ 6 heures de bombardement intense, tout bruit à la surface sembla s'éteindre. 5 minutes passèrent, puis 10. L'attaque allait forcément commencer. Je me ruais vers l'escalier menant à l'air libre, je gravis 2 marches. Une lueur aveuglante, une explosion essourdissante. Je sentis mon corps projeté en arrière, puis l'obscurité engloutit tout. Combien de temps je restai inconscient dans l'abri, je ne le sus jamais. Mais après ce qui me sembla être une très longue période, je repris vaguement conscience d'une douleur sourde dans le bras gauche. Je ne pouvais pas le bouger. J'ouvris les yeux et ne vis que l'obscurité. Je ressentais une douleur et une raideur dans tout le corps. Lentement, je me redressais, frottais une allumette, trouvais une bougie et l'allumais. Je regardais ma montre, elle s'était arrêtée. Mais j'ignorais combien de temps j'étais resté là, sans connaissance. Tout bombardement avait cessé. Je restai debout à écouter un long moment, mais je n'entendis absolument aucun bruit. Mon regard se porta alors vers l'escalier, et je sursautai d'effroi. L'extrémité de l'abri où se trouvait l'entrée était à moitié remplie de terre. Je m'approchai pour examiner de plus près. L'entrée était complètement obstruée par la terre jusqu'en bas, et aucune lumière ne filtrait d'en haut. Je me rendis alors vers le passage menant à l'autre abri, bien que je ne me souvins qu'il s'était effondré. J'examinai attentivement les poutres tombées. Entre 2 d'entre elles, je sentis un léger courant d'air. Il y avait là une ouverture vers le monde extérieur. J'essayai de déplacer les poutres tant bien que mal, avec un seul bras, ce qui eut pour seul effet de provoquer une petite avalanche de terre qui combla aussitôt la fissure. Je creusai jusqu'à sentir de nouveau le passage de l'air. Ce serait peut-être le seul endroit par lequel je pourrais obtenir de l'oxygène. J'étais convaincu qu'il faudrait beaucoup de travail pour dégager l'une ou l'autre des issues, et je commençais à ressentir la faim. Par chance, il y avait dans cet abri une bonne réserve de conserves et de pain dur. Les officiers y avaient entreposé leurs rations. Je trouvai également un petit tonnelet d'eau et une douzaine de bouteilles de vin que je découvris d'excellents après avoir apaisé ma faim. Une fois repu et après avoir vidé une bouteille de vin, je me sentis somnolent, malgré la douleur persistante dans mon bras gauche. Je m'endormis rapidement. Le temps que je me suis accordé pour écrire est écoulé. Je m'arrête donc pour aujourd'hui après avoir accompli ma tâche quotidienne de creusement. Demain, j'écrirai de nouveau. Déjà, mon esprit se sent plus léger. L'aide viendra sûrement bientôt. En tout cas, dans 2 semaines au plus tard. Je me serai libéré moi-même. Je suis déjà à mi-chemin de l'escalier, et mes rations dureront jusque-là. Je les ai réparties en conséquence. Hier, je n'ai pas eu le courage d'écrire. Après avoir terminé mon travail de creusement, mon bras me faisait tellement souffrir. Je suppose que je l'ai trop sollicité. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus prudent, et la douleur s'est atténuée. Et je suis de nouveau inquiet. À 2 reprises aujourd'hui, de grandes masses de terre se sont effondrées là où les poutres du plafond étaient disjointes, et chaque fois, autant de terre est tombée dans le passage que je peux en retirer en une journée entière. Encore 2 jours avant de pouvoir espérer sortir par mes propres moyens. Il va falloir rationner davantage encore la nourriture. Mes portions quotidiennes sont déjà bien maigres, mais je continuerai malgré tout mon récit à partir du moment où j'ai repris conscience. J'ai remis ma montre en marche, et depuis, lorsque je tiens le compte des jours. Le 2e jour, j'ai fait l'inventaire de la nourriture, de l'eau, du bois, des allumettes, des bougies, etc. Et j'ai constaté qu'il y en avait suffisamment pour au moins 2 semaines. À ce moment-là, je n'envisageais pas de rester prisonnier plus de quelques jours. L'ennemi ou les nôtres finiraient forcément par occuper la colline, me disais-je, car il s'agit d'une position trop importante, trop stratégique. Et celui qui la tiendrait serait contraint de s'y retrancher profondément pour la conserver. À mes yeux, il ne s'agissait donc que d'une question de jours avant que l'entrée ou le passage ne soit dégagé.
Ma seule incertitude concernait l'identité de ceux qui me découvriraient, amis ou ennemis. Mon bras allait un peu mieux, bien que je ne puisse pas encore m'en servir pleinement. Je passais donc la journée à lire un vieux journal trouvé parmi les vivres et à attendre que l'aide arrive. Quel imbécile j'étais. Si seulement j'avais travaillé dès le premier jour, je serais maintenant bien plus proche de la délivrance. Le troisième jour, de l'eau commença à goûter du plafond et à s'infiltrer par les parois de l'abri. Je maudis cette eau boueuse comme j'avais souvent maudit auparavant ce genre de désagréments propres aux abris. Pourtant, il se pourrait bien que je bénisse un jour cette eau, car elle pourrait me sauver la vie. Elle rendait néanmoins les lieux fort inconfortables. Je passais donc la journée à déplacer ma couchette, la nourriture, l'eau, les bougies, etc., dans le passage sur une longueur d'environ 3 mètres, là où il n'était pas obstrué. L'endroit était légèrement plus élevé que l'abri, donc plus sec et plus confortable. De plus, l'air y était bien meilleur, puisque j'avais constaté que presque tout mon rapport en air frais provenait de la fissure entre les poutres. J'espérais aussi que les rats m'y dérangeraient moins la nuit. Encore une fois, je passais le reste de la journée à attendre de l'aide. Ce ne fut qu'au cours du 4e jour que je commençai réellement à me sentir inquiet. Une pensée s'imposa soudain à mon esprit. Je n'avais entendu aucun coup de canon, ni senti la terre vibrer sous l'effet d'une explosion depuis l'obus fatal qui avait enseveli l'entrée. Que pouvait bien signifier ce silence? Pourquoi n'entendais-je aucun bruit de combat? Tout était silencieux comme la tombe. Quelle mort horrible que de périr enterré vivant. Une panique de terreur m'envahit, mais ma volonté et ma raison finirent par reprendre le dessus. Avec le temps, je pourrais me dégager par mes propres efforts. Cela prendrait du temps, mais ce serait possible. Ainsi, bien que je ne puisse pas encore utiliser mon bras gauche, je passai le reste de cette journée et les 2 suivantes à creuser la terre à l'entrée et à la transporter dans le coin le plus éloigné de l'abri. Au 7e jour, après avoir repris conscience, j'étais épuisé et raidi par les efforts forcés des 3 jours précédents. À ce stade, je pouvais clairement voir qu'il me faudrait des semaines, 2 ou 3 au minimum, avant de pouvoir espérer me libérer. Il était possible que je sois secouru plus tôt, mais sans aide extérieure, il me faudrait probablement encore 3 semaines de travail afin de parvenir à dégager une issue. Déjà, de la terre s'était effondrée par le haut, là où les poutres s'étaient écartées, et je ne pouvais réparer les dégâts au plafond de l'escalier que de manière grossière, avec un seul bras. Mais mon bras gauche allait beaucoup mieux. Avec une journée de repos, je pourrais à nouveau m'en servir assez correctement. De toute façon, je devais économiser mes forces. Je consacrais donc le 7e jour au repos et à la prière, implorant une délivrance rapide de cette tombe vivante. Je réorganisai également mes rations en prévoyant 3 semaines supplémentaires. Les portions quotidiennes devinrent alors très maigres, d'autant plus que le creusement était un travail éprouvant. Il y avait une grande réserve de bougies, ce qui me garantissait une lumière suffisante pour mon labeur. Mais la réserve d'eau me préoccupait. Presque la moitié du petit tonnelet avait déjà disparu durant la première semaine. Je décidai donc de ne boire qu'une seule fois par jour. Les 6 jours suivants furent des jours de labeur fiévreux, de nourriture frugale et de boissons encore plus rares. Malgré tous mes efforts, il ne restait plus qu'un quart du tonnelet à la fin de la 2e semaine. Et l'horreur de ma situation commença à m'écraser. Mon imagination refusait de se taire. Je me représentais les agonies à venir lorsque je disposerais de encore moins de nourriture et d'eau qu'à présent. Mon esprit errait sans cesse vers la mort par inanition, vers la découverte future de mon corps décharné par ceux qui finirent par trouver l'abri, et même vers leur tentative de reconstituer la fin de mon histoire. À ces tourments mentaux s'ajoutaient les désagréments physiques. Une vermine grouillante infestait l'abri et mon propre corps. Voilà 1 mois que je ne m'étais pas lavé, et je ne pouvais désormais plus me permettre de gaspiller une seule goutte d'eau, même pour me nettoyer le visage. Les rats étaient devenus si hardis, si courageux que je devais laisser une bougie allumée toute la nuit pour me protéger pendant mon sommeil. En partie pour soulager mon esprit, je commençai à écrire ce récit de mes expériences. Au début, cela m'apporta un certain réconfort. Mais maintenant, à mesure que je le relis, la terreur grandissante de cet endroit maudit me saisit à la gorge. J'aurais envie de cesser d'écrire, mais une impulsion étrange me pousse à continuer, jour après jour. 3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai été enseveli dans cette tombe vivante.
Aujourd'hui, j'ai bu la dernière goutte d'eau du tonnelet. Il y a sur le sol de l'abri une flaque d'eau stagnante, sale, visqueuse et grouillante de vermine, alimentée en permanence par les infiltrations du plafond. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à me résoudre à y toucher. Aujourd'hui encore, j'ai réparti mes vivres pour une semaine supplémentaire. Dieu sait que les portions étaient déjà assez maigres, mais il y a eu tant d'effondrements récents que je ne pourrai jamais dégager complètement l'entrée en une semaine. Parfois, je me surprends à penser que je n'y parviendrai jamais. Mais je dois y parvenir. Je ne peux pas supporter l'idée de mourir ici. Je dois vouloir ma délivrance et je me délivrerai. Le capitaine ne disait-il pas souvent que la volonté de vaincre représentait la moitié de la victoire? Je ne me reposerai plus. Chaque heure d'éveil doit être consacrée à retirer cette terre traîtresse. Même l'écriture devrait cesser. Oh Dieu, j'ai peur. J'ai peur. Je dois écrire pour soulager mon esprit. La nuit dernière, je me suis endormi à 9 heures, d'après ma montre. À minuit, je me suis réveillé dans l'obscurité totale en train de creuser frénétiquement à main nue contre les parois dures de l'abri. Après bien des efforts, j'ai retrouvé une bougie et je l'ai allumée. Tout l'abri était sans dessus-dessous, mes provisions de nourriture gisaient dans la boue. La boîte de bougies avait été renversée. Mes ongles étaient cassés et ensanglantés à force d'avoir griffé la terre. Alors seulement j'ai compris que j'avais perdu la raison. Et avec cette prise de conscience est venue la peur, une peur sombre, déchaînée, la peur de la folie. Je bois depuis des jours l'eau stagnante du sol. Je ne sais plus combien de temps. Il ne me reste plus qu'un seul repas et je dois l'économiser. Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé, mais aujourd'hui j'ai réussi à attraper l'un des rats qui infestent l'endroit. C'était un gros. Il m'a sérieusement mordu, mais je l'ai tué. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai fait de mauvais rêves ces derniers temps, mais ils ne me troublent plus. Ce rat était coriace, cependant. Je crois que je vais terminer le déblaiement et rejoindre mon régiment dans un jour ou deux. Que le ciel ait pitié de moi. Je dois être hors de moi la moitié du temps maintenant, car je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir écrit la dernière entrée. Je me sens fiévreux, faible. Si j'avais encore ma force, je pense que je pourrais dégager l'entrée en un jour ou deux, mais je ne peux travailler que par courtes périodes. Et je commence à perdre espoir. Des excès de délire me saisissent de plus en plus souvent. Il m'arrive de me réveiller épuisé par des efforts dont je n'ai aucun souvenir. Des os de rats entièrement nettoyés de leur chair sont éparpillés autour de moi, et pourtant je ne me rappelle pas les avoir mangés. Dans mes moments de lucidité, je suis incapable d'en attraper un seul. Ils sont trop vifs et moi trop faible. Je trouve un certain soulagement à mâcher les bougies, mais je n'ose pas toutes les manger. J'ai peur du noir. J'ai peur des rats. Et plus que tout, je ressens une peur hideuse de moi-même. Mon esprit se disloque. Je dois m'échapper bientôt, je ne serai guère plus qu'un animal sauvage. Je deviens fou. La terreur, le désespoir. Est-ce là la fin? Depuis longtemps, je me repose. J'ai eu une idée brillante. Le repos redonne des forces. Plus un homme se repose longtemps, plus il devient fort. Or, je me repose depuis très longtemps maintenant. Des semaines ou des mois, je ne sais plus lesquels. Je dois donc être très fort. Et je me sens fort. La fièvre m'a quitté. Écoutez, il ne reste plus qu'un peu de terre dans l'entrée. Je vais sortir. Je vais ramper à travers, comme une taupe, droit vers la lumière du soleil. Je me sens bien plus fort qu'une taupe. Ainsi se termine mon petit récit. Un récit triste, mais avec une fin heureuse. Le soleil. Une fin très heureuse. Telle était la fin du manuscrit. Il ne reste plus qu'à apporter le récit de Fromwiller. Au début, je refusais d'y croire, mais maintenant, je le crois. Je vais donc le consigner ici exactement tel qu'il me l'a raconté. Libre à vous de l'accepter ou de le rejeter. Peu de temps après notre cantonnement à Wolvergem, dit Fromwiller, je décidai d'aller voir le mont Kemmel. J'avais entendu dire que les lieux étaient plutôt macabres, mais je n'étais absolument pas préparé à ce que j'y découvris.
J'avais déjà vu des morts laissés sans sépulture autour de Roulers, dans l'Argonne, mais presque 2 mois s'étaient écoulés depuis les combats du Mont Kemmel, et il restait encore de nombreux cadavres non enterrés. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, les vivants ensevelis. Alors que j'atteignais le point le plus élevé de la colline, mon attention fut attirée par un mouvement dans la terre meuble, au bord d'un immense cratère d'obus. La terre semblait s'écouler vers un point central comme si quelque chose en dessous la retirait. Soudain, horrifié, je vis émerger du sol un long bras humain, maigre comme un os. Il disparut, emportant un peu de terre avec lui, puis le sol remua sur une zone plus large, et le bras réapparut, accompagné de la tête et des épaules d'un homme. Il se hissa hors de la terre elle-même, sembla secouer la poussière de son corps comme un chien famélique, et se redressa. Je ne souhaite jamais revoir une créature pareille. Presque aucun lambeau de vêtements n'était visible, et ce qui restait était si déchiré et si souillé qu'il était impossible d'en déterminer la nature. La peau était tendue à l'extrême sur les os, et les yeux proéminents avaient un regard vide. Il ressemblait à un cadavre, resté trop longtemps dans sa tombe. Cette apparition me regarda droit dans les yeux, et pourtant elle ne semblait pas me voir. La lumière semblait lui faire mal. Je parlais. Une expression de terreur envahit aussitôt son visage. Je fis un pas vers lui, ce qui fit teinter un morceau de fil de fer barbelé accroché à mes bandes moltières. Aussi rapide qu'un éclair, il se retourna et se mit à fuir. Pendant une seconde, je restais trop stupéfait pour bouger. Puis je me mis à le poursuivre, courant droit devant moi. Il fuyait sans regarder ni à gauche ni à droite. Juste devant lui s'ouvrait une tranchée profonde et large, et il courait droit vers elle. Et soudain je compris, avec une horreur glaciale, qu'il ne la voyait pas. Je l'appelai, mais ma voix ne fit que l'effrayer davantage. Dans un dernier élan désespéré, il posa le pied dans le vide. Je le vis tomber. J'entendis son corps heurter la paroi opposée de la tranchée, puis chuter avec un éclaboussement dans l'eau stagnante du fond. Je m'approchai et regardai en contrebas. Il gisait là, la tête rejetée en arrière, dans une position telle que je fus certain que sa nuque s'était brisée. Il était à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau. En le contemplant, je pouvais à peine croire ce que je voyais. Il semblait aussi mort que certains des autres cadavres disséminés sur le flanc de la colline, comme s'il était là depuis longtemps déjà. Alors je me détournai et le laissai. Enterré vivant, je l'avais laissé enseveli, et mort, je le laissais sans sépulture. I was singing the menu song. Dude. Hello? I don't think chat can hear you any. Well, hello? No?